Quand le défunt se déchaîne, je n'aurais jamais cru à cette histoire si elle m'avait été contée. Le fait concerne ma famille. C'est une histoire toujours en cours et nous ne savons pas où elle nous mènera. Mon père était un travailleur infatigable. Ses deux frères et lui ont hérité des terres de leur défunt père. Ils sont 4 garçons et 2 filles. Chacun d'eux avait la latitude de disposer de sa part comme bon lui semblait. Certains avaient préféré vendre leurs parcelles, d'autres comme mon père avaient choisi de cultiver les veillas et d'autres cultures pérennes sur les leurs. À l'époque, nous habitions à Anyama. Mon père était instituteur. Il aimait son métier, mais il ne cessait de dire que l'enseignement est un métier ingrat. Il trouva donc nécessaire de diversifier ses sources de revenus pour assurer l'avenir de ses enfants. Nous étions au nombre de 8, maman ayant eu 2 fois des jumeaux. Les charges quotidiennes étaient telles que papa se mettait une pression énorme pour faire plaisir à sa famille. Notre mère était ménagère. Les parcelles de terre étaient donc une aubaine pour papa. Contrairement à certains de ses frères, papa avait refusé de vendre le moindre lopin. Avec le temps, il vendit toute leur propriété. Lorsqu'il entama son projet de culture d'EVA, maman n'y adhéra pas. Elle disait qu'il n'aurait jamais le temps de suivre les travaux et exercer son métier. Papa lui prouva le contraire. Certes, il se rendait rarement dans ses plantations, mais il s'investissait à fond pour concilier les 2 activités. Il était même la risée de ses frères qui estimaient qu'il se donnait tant de mal pour une activité peu rentable. La situation à la maison était difficile. Toutes les fois où papa sollicitait ses frères, ceux-ci lui faisaient savoir qu'il avait fait le choix de souffrir en ayant de nombreux enfants. Il lui reprochait aussi d'avoir refusé de vendre sa parcelle pour faire face à ses nombreuses charges. Par moments, maman était obligée de demander le soutien de sa famille pour assurer la pitance quotidienne. Nous avons été plusieurs fois refoulés de l'école pour manque de fourniture ou pour scolarité impayée. 7 années après, les cultures furent en phase de production, la famille pouvait enfin souffler. Nous étions tous fiers de papa. Notre vie subitement changea. Le jeu en avait valu la chandelle. Un homme prudent, papa décida d'investir dans l'immobilier. Il acheta une maison en voie de finition dans les environs de Bingerville. Ses frères y virent encore une mauvaise affaire parce que la maison serait excentrée et sans valeur. Le propriétaire de ce vaste terrain étant à court de moyens pour poursuivre les travaux, l'avait bradé. Papa leur proposa de s'associer à lui pour l'acquérir, mais personne ne le suivit. Finalement, il l'acquit grâce à un crédit bancaire. Encore une fois, toute la famille devait être mise à l'épreuve. Pendant 5 années, papa fut constamment sur son chantier qui lui prenait du temps et de l'argent, et nous fûmes privés du minimum. Le jour où il nous invita tous à aller voir les travaux, nous fûmes heureux et fiers de lui. Il avait construit 20 studios de haut standing. Ce travail a été apprécié de tous et nous avons oublié tout ce que nous avons enduré. Juste à côté, papa a construit une maison de 5 pièces. Désormais, nous n'aurions pas à quitter la banlieue d'Anyama pour nos études et nos courses à la capitale. Maman pleura de joie. Depuis que papa a fait visiter ses constructions à ses frères et sœurs, l'atmosphère est devenue très tendue. Nous avons été surpris d'apprendre que des oncles revendiquaient une partie de ses biens parce qu'ils auraient réalisé ces travaux avec l'argent de leur défunt père. Il s'est installé depuis lors d'interminables querelles entre eux. 2 mois après que nous ayons intégré notre nouvelle maison, papa s'est plaint de fortes douleurs à la tête. Ce mal finit par l'emporter. C'était triste de voir qu'il n'avait pas pu profiter des fruits de ses durs labeurs et sacrifices. Après son inhumation, nous avons été expropriés par sa famille. Ils nous ont tout arraché. Son frère aîné a raconté à tous que papa a utilisé l'argent de leur défunt père pour s'enrichir. Par conséquent, la maison leur appartenait à tous. Les 20 studios rapportaient 1 600 000 francs par mois. La maison que nous occupions a été louée à 400 000 francs. Nous ne percevions rien de cet argent. Nous sommes simplement retournés dans notre ancien domicile d'Anyama. Heureusement, 2 de nos frères travaillaient déjà. Grâce à eux, nous arrivions à faire face à nos charges. Maman nous a interdit de revendiquer quoi que ce soit, convaincue que papa a été victime de la magie noire de sa famille.
Des mois passaient sans qu'aucun membre de notre famille paternelle nous rende visite. À notre grande surprise, le frère aîné de papa mourut dans les mêmes conditions que lui. Avant sa mort, il aurait confié que papa s'était présenté à lui. 2 mois après lui, celui qui avait pris le relais pour encaisser les loyers vint nous présenter des excuses. Il nous avoua que papa était bel et bien le seul propriétaire des maisons. Mais, même après sa confession, il mourut également. Sur les 3 frères, 2 étaient déjà adpâtres. Il ne restait qu'un garçon et les filles. Tous avaient rusé pour nous déposséder de nos biens. Ils avaient maintenant la peur au ventre. Des arriérés de loyer s'étaient accumulés car personne n'avait le courage d'aller les encaisser. Puis, l'une de nos tantes vit papa en rêve. C'était celle-là même qui disait de tenir les preuves que papa avait utilisé l'argent de leur père pour édifier les maisons. Le lendemain, elle aussi trépassa. Le frère et la sœur de papa qui sont jusque-là épargnés nous supplient de leur pardonner et d'aller récupérer les fruits du travail de notre géniteur, mais maman nous le défend. Peut-être parce que le défunt justicier continuera de traquer les imposteurs. Cela fait 2 années que nous attendons. À quand donc le prochain signal et à qui le tour? Ainsi s'achève notre histoire. Et cela est bien triste car évidemment en Afrique, lorsque l'un des parents décède et qu'il a laissé des biens, les frères, les tantes, les oncles s'accaparent ce bien-là. Et cela est aussi, il faut le remarquer, est que lorsqu'ils s'accaparent ce bien, quel que soit le nombre d'années que cela va mettre, ils vont venir te redonner ton bien parce qu'ils ne pourront jamais en profiter car le défunt ou la défunte va les fatiguer jusqu'à ce que mort s'en suive et cela est bien triste. Je parle de cela car il y a une tante qui a perdu comme ça sa mère et son père et sa mère avait une machine. Et lorsque sa mère est décédée, les frères et sœurs de sa mère sont venus arracher la machine, disent que c'est leur héritage alors qu'ils ne savaient pas coudre. Mais cette machine-là, ils l'ont gardée pendant des années jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils prennent la machine et ils viennent redonner à ma tante quand elle était plus grande en disant que c'est pour sa mère, ils ne veulent plus de cela. Pourquoi en Afrique on fait toujours ce genre de trucs-là? Pourquoi ne pas laisser les enfants profiter du bien de leur géniteur lorsqu'ils décèdent? Pourquoi toujours venir s'accaparer du bien d'autrui en Afrique? Pourquoi toujours mettre la magie noire dans ce genre de situation lorsqu'on veut s'accaparer des biens d'autrui? On ne peut pas s'empêcher de tuer cette personne par la magie noire et s'accaparer de ses biens. Alors que nous sommes venus sur cette terre et nous repartirons. Car dans le cercueil, on ne mettra jamais les maisons ni l'argent qu'on a amassé sur cette terre-là. À quand donc les Africains comprendront-ils que lorsque leur frère ou sœur décède, il faut laisser les enfants bénéficier de l'héritage que leurs parents leur a laissé? Sur ce, je vous dis bye.